Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 19h45, c'est parti pour les titres. Dans l'actualité ce soir, année scolaire 2023-2024, c'est parti pour 9 mois d'études. Plus de 14 000 écoles et établissements scolaires vont accueillir les élèves au collège Sacré-Cœur. Une ouverture des classes sans difficulté. La joie, le sentiment le mieux partagé. Nous ferons un tour sur place avec Khadija Djouf. Le réseau social TikTok levé des restrictions, mais à des conditions. Bloqué tout compte qui menace la stabilité du pays. Bloqué également tout compte qui diffuse des messages haineux. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Maître Moussa Bokar Thiam, a rencontré une délégation de l'application mobile qui, à son tour, a pris des engagements à suivre également le compte-rendu de Ami Djoufa. Dans cette édition, il sera question de l'éclairage public en tour dans 2 quartiers où on note un contraste Hariala et monument Grand Yoff. Le manque d'éclairage, parfois synonyme d'insécurité. Aliou Sow, reportage également à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Rentrée scolaire, les élèves ont repris le chemin de l'école ce jeudi 5 octobre 2023 et c'est parti pour l'année scolaire 2023-2024 dans les établissements. C'est les retrouvailles, les prises de contact avec les professeurs. Un tour au collège Sacré-Cœur nous permet de faire le constat et c'est un reportage signé Khadija Djouf et Chertidiane Djouf. Collège Sacré-Cœur. En cette matinée de rentrée scolaire, la joie se lit sur les visages. Une ambiance bon enfant, c'est les retrouvailles après 3 mois de vacances. Premier jour de classe, première prise de contact entre professeurs et élèves. École en tout cas. Chaque année, premier jour de la rentrée, ils essaient de créer des liens avec les élèves, ils sont en train de parler et tout, mais il n'y a que ça en fait. On ne vient pas tout juste et on commence les cours brusquement. Une étape qui sert à faire respecter le règlement intérieur, nous confie ce professeur d'histoire et de géographie au collège Sacré-Cœur. Très bien, c'est une rentrée solennelle. Les élèves sont là, c'est une prise de contact avec les élèves, on leur présente le règlement intérieur, on leur donne toutes les suggestions nécessaires pour passer une bonne année. Les parents d'élèves aussi n'ont pas raté le premier jour de la rentrée. Beaucoup sont venus accompagner leurs enfants. Je suis venu accompagner ma fille. C'est juste pour l'accompagner pour le premier jour. Chaque année, c'est comme ça. Ça permet de faire beaucoup de contacts avec le personnel enseignant au acte à suivre. En ce premier jour de la rentrée scolaire, élèves, parents d'élèves et professeurs se rencontrent dans les établissements. Les cloches ont donc sonné ce jeudi 5 octobre. Les élèves ont même reçu leur premier cours. Khadija Djouf à Saré-Gagna, un village de la commune de Saré-Bidji, c'est dans la région de Kolda. Sur place, toutes les conditions sont réunies pour concrétiser le concept Ubitei Djangetei et c'est grâce à l'engagement des communautés. Ils ont nettoyé les établissements et ont mis à la disposition des élèves des fournitures scolaires. Je vous propose de suivre la réaction d'Ibrahim Baldé. Il est le coordonnateur du programme au micro de Seydou Diatta. L'avenir de ce pays passera nécessairement par le savoir. Et le savoir passe par l'école. Alors aujourd'hui, c'est une énorme fierté que nous, fils du terroir, revenions aujourd'hui ici pour accompagner nos jeunes frères, nos enfants, pour la scolarisation des plus petits. C'est un défi pour l'État, c'est une priorité du chef de l'État. Et chacun à sa place vient apporter son concours pour la matérialisation de cette priorité. Pour orienter le regard et la priorité des gens vers l'avenir. Venir rendre la monnaie de ce que j'ai bien reçu est une très bonne chose. Contribuer à accompagner la communauté à regarder vers l'avenir, c'est ce qui importe le plus. La symbolique, elle n'est utile
que lorsqu'elle peut générer des résultats dans le futur. Ce que nous faisons aujourd'hui, à la veille de la rentrée scolaire, c'est pour apporter un plus aux efforts de l'État. Mais c'est aussi dire aux communautés la responsabilité qui est la leur d'accompagner leurs enfants afin que nous puissions faire un développement harmonieux basé sur la connaissance. Rentrée scolaire à Mbour, les enseignants décisionnaires ont saisi l'occasion pour envoyer à l'inspecteur de l'enseignement élémentaire de Mbour 1 une lettre ouverte adressée au ministre de la fonction publique. Ces enseignants, à défaut de leur reclassement dans la fonction publique, réclament un ensemble de mesures dont l'imputation budgétaire et le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans. Malamine Ndiaye au micro de Muntaga Kana. Monsieur le ministre, je vous rappelle que la validation des années de volontariat et de vacation a eu un effet rétroactif et l'assiette financière était plus lourde que celle concernant les décisionnaires. Car hormis ceux qui ont changé de corps, il y a beaucoup de décisionnaires qui ne bénéficieront pas de cette manne financière, qui semble être la pomme de discorde. La révalorisation du statut du décisionnaire de l'enseignement est une question humanitaire. Ils sont les plus anciens et les moins gradés, donc les moins respectés. Ils sont stigmatisés car les jeunes qui viennent d'arriver croient qu'ils sont moins outillés pédagogiquement, d'où le traitement qui leur est infligé. Les décisionnaires exigent, à défaut d'être reclassés comme fonctionnaires, que le décret 74-347 du 12 avril 1974 portant révision du statut du décisionnaire soit rétroactif, que le décisionnaire puisse bénéficier de l'imputation budgétaire avec la retraite et non qu'il soit laissé à la merci des services médico-sociaux de l'IPRES. Qu'il puisse avoir des commissions d'avancement composées des enseignants comme les fonctionnaires. Que l'on revoie à la hausse la cotisation à 12% à l'instar des fonctionnaires pour bénéficier de la même pension. Mais surtout, de permettre aux enseignants décisionnaires de bénéficier de 80% du dernier salaire en activité. Et pour cela, nous voudrions que l'âge de la retraite soit relevé à 65 ans, optionnel, pour allonger la période de cotisation. À l'instant, Malamine Ndiaye, secrétaire général national de l'enseignement élémentaire affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Je vous l'annonçais dans les titres, suspension de TikTok au Sénégal. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a reçu une délégation de l'application mobile pour lever la mesure de suspension. Maître Moussa Bokar Thiam pose des conditions, garantir de bloquer tout compte qui menace la stabilité du pays, c'est-à-dire diffuser des messages haineux. Lors de cette rencontre, des engagements ont été pris également par le représentant du réseau social TikTok. Le compte-rendu est signé Ami Djoufa. La restriction de l'application TikTok pourrait être bientôt levée. En tout cas, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, qui a rencontré les représentants du réseau social, a posé des conditions, comme la préservation de la paix sociale. Moussa Bokar Thiam. Il faut que la plateforme puisse garantir déjà aux autorités des points focaux, un point de contact qui permet de manière officielle, chaque fois qu'il y a des contenus, ou des faux comptes, ou en tout cas des utilisateurs dont le seul but est de troubler l'ordre public, qu'on ait un mécanisme efficace qui permette de supprimer ces comptes. Proposer un contenu qui ressemble au Sénégal, sauvegarder les valeurs et l'éthique de notre société font partie des conditions de Moussa Bokar Thiam. Nous savons tous qu'il y a certains pays où il y a certains contenus qui ne sont jamais proposés. Pour essayer justement d'éduquer les jeunes, pour essayer de former les jeunes, pour essayer d'inciter les jeunes à aller vers des sujets ou des contenus pédagogiques. Sur ce point également, ils se sont engagés effectivement à démontrer à l'État du Sénégal que les algorithmes qui sont développés systématiquement au Sénégal sont des algorithmes qui sont... Un autre point essentiel, Moussa Bokar Thiam souhaite la monétisation de la plateforme au Sénégal pour que les créateurs de contenu puissent en bénéficier. Et malheureusement, ces jeunes-là ne sont pas rémunérés. Donc la question de la monétisation de TikTok au Sénégal,
est une question fondamentale. Depuis les dernières manifestations, les autorités étatiques avaient décidé de restreindre l'application TikTok à cause de contenus menaçant la paix et la sécurité sociale. Les deux parties tentent de trouver un accord sur ces points, dont une représentation de la plateforme au Sénégal, mais aussi la sauvegarde des données personnelles. Je vous rappelle que lors de cette rencontre, des engagements ont été pris par le représentant de l'application TikTok au Sénégal. La deuxième revue de la feuille de route électricité Sénégal s'est tenue ce matin sur le financement de Millennium Challenge Corporation. Le gouvernement du Sénégal, à travers cet atelier, veut mesurer le taux d'avancement du projet, un projet qui vise à améliorer le secteur énergétique au Sénégal et c'est financé à hauteur de 500 millions de dollars par les États-Unis et plus de 31 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Le compte rendu est signé Mme Seynabou Baboufa. L'État du Sénégal, en partenariat avec le Millennium Challenge Corporation, a procédé à la seconde revue de la feuille de route de l'électricité au Sénégal. Objectif, mesurer l'état d'exécution des travaux. Nous avons l'obligation, à travers bien sûr le gouvernement du Sénégal, de faire la revue de cette feuille de route, de voir par rapport au plan d'action qui a été fixé, où est-ce que nous en sommes, quels sont les challenges. Quelle est aujourd'hui la position des parties prenantes du secteur par rapport à cette feuille de route pour faire tous les ajustements nécessaires qui feront qu'à terme de ce compact, les impacts qui sont attendus, notamment vis-à-vis de la réduction de la pauvreté par la croissance économique, que l'ensemble de ces objectifs soient atteints. L'avancement des travaux est jugé satisfaisant selon le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui annonce le début de la réalisation en 2024. Au niveau du projet réforme, pratiquement nous sommes à 80-85% d'exécution de tout ce qui était prévu. Maintenant au niveau du projet transport, on est à un niveau d'engagement de 94%. mais avec un niveau d'exécution financière qui tourne autour de 4-5%. Au niveau du projet accès aussi, je pense qu'on a réalisé toutes les études de conception. Les États-Unis ont financé ce projet à hauteur de 550 millions de dollars. Leur chargé d'ambassade revient sur les avantages de ce projet. Ce projet est très important pour les États-Unis et pour le Sénégal parce qu'il vise à améliorer et fortifier le secteur énergétique. Et un secteur énergétique fort va améliorer la qualité de la vie pour la population. Il va également permettre aux entreprises de se développer et d'augmenter l'investissement et la productivité. Le Sénégal continue de décliner sa stratégie d'électricité 2035 pour permettre aux populations des zones les plus reculées d'avoir accès à l'électricité à moindre coût. Mme Seynabou Baboué, justement, on s'intéresse à l'éclairage public, un fonds de plusieurs milliards de francs CFA pour supporter le coût des factures des collectivités territoriales. Les populations se sentent-elles concernées par ce programme? Reportage à Hariala et Monument Grand Yoff, deux quartiers de situations différentes, n'est-ce pas, à Lussowa? Une vingtaine de lampadaires longent l'allée du quartier Bagdad de Hariala. Des petits commerces à côté, malgré une insécurité notée, le quartier reste bien éclairé d'après les riverains. Franchement, l'éclairage, c'est bon quoi. Actuellement, tout est clair ici. C'est seulement la sécurité. Oui, le quartier est bien éclairé. Oui, le quartier, vraiment, ici jusqu'à là-bas, le quartier. Parce que le tali, c'est une route nationale presque. La station Khariala est là, l'autre ici est là. Après Hariala, nous voilà au monument de Grand Yoff. Dans cette allée bondée de monde, la principale remarque, un seul lampadaire. Interpellé sur la question de l'éclairage public, Al-Hassan Thiam définit un calvaire. La question de l'éclairage, ça manque, ça reste. Un seul quartier qui a un seul poteau électrique, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Les agressions, on en subit tout le temps. Je me pose toujours la question, où sont passés les 20 milliards? 20 milliards, ce n'est pas 20 millions.
20 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'éclairage public au Sénégal par an. Malgré tout, dans certains quartiers de Dakar, l'obscurité règne en maître et la question de l'insécurité toujours sans solution. Direction le bassin arachidier, les communes de Ndiafat, Ndjendjeng et Keur Socé, les agriculteurs mènent un combat contre la salinisation des terres et ils ont le soutien du mouvement Agir Ensemble pour l'émergence rurale. Le dit mouvement était en tournée dans la zone correspondance Sékou Diallo. L'écosystème est en dégradation dans les communes de Ndiafat, Ndjendjeng et Keur Socé pour cause de la montée du sel au niveau des terres cultivables. Vraiment, la salinisation des terres nous inquiète. Autant nous avions ici un tapis herbacé très fourni, mais aujourd'hui tout a disparu. Le sel gagne de plus en plus du terrain. Aujourd'hui, si vous voyez là où les sels se trouvent et les villages, ça ne fait même pas 1 kilomètre. Et ce n'est pas seulement ici, c'est jusqu'à Passy. Les populations sont impuissantes face à cette salinisation des terres. Elles demandent de l'aide. Le mouvement Agir Ensemble pour l'émergence rurale en tournée dans cette zone compte saisir l'État du Sénégal pour une solution. Nous sommes là aujourd'hui dans le village de Kerdiarapel pour qu'ensemble on essaie de trouver une solution à la problématique de la salinisation des terres. Nous n'avons pas la solution en main, mais l'année dernière, nous avons reboisé 640 arbres. Et par rapport à ces arbres-là, il y avait des arbres qui luttent contre la salinisation. L'action de AGER n'est pas aujourd'hui en mesure de régler tout ce problème-là. C'est pourquoi nous avons pensé mobiliser les populations. Nous avons pensé parler à l'État. Des milliers d'hectares sont menacés par la montée du sel dans les communes de Ndiafat, Ndjendjeng et Keur Socé et la culture du riz a complètement disparu dans cette zone. À Goudomp, passage d'une violente tornade une semaine après ce violent tourbillon devant la capitale du Balantacounda fait le bilan. Une vingtaine de maisons ravagées. Les sinistrés sont dans le désarroi. Ils appellent ainsi les autorités à la rescousse. Je vous propose d'écouter Bakary Dembo Sonko, le porte-parole au micro de notre correspondant sur place, Ousmane Demba. Des orages d'une ampleur extraordinaire. Vraiment, des tornades qui ont cassé des maisons, emporté des toitures. Vraiment, ça a fait un dégât énorme, énorme. Quand on compte toutes les maisons, c'est au total 29 maisons qui ont été endommagées. Nous avons compté 12 maisons qui sont complètement cassées. Vraiment, c'est une désolation. Nous demandons une aide urgente. Quand on sait que l'hivernage déjà en Casamance, c'est une période de soudure. C'est le moment le plus dur pour le monde paysan. Et quand il t'arrive un sinistre comme ça, c'est vraiment une catastrophe. On demande l'intervention de l'État, d'aider en urgence les familles à restaurer leurs maisons et en tout cas les aides. On attend tout, parce que les familles ont perdu tout. Les nourritures étaient dans les maisons, tout a été mouillé, tout. Alors que c'est déjà une période de soudure et quand on perd tout ce qu'on a déjà comme nourriture dans sa maison, le riz, le mil et autres, quand c'est trempé pendant des heures dans l'eau, c'est donc que les gens n'ont plus rien à manger et il y en a qui dorment encore chez les voisins. On demande en urgence une intervention de l'État, vraiment, c'est très urgent. Et à ce stade du journal, on parle de la santé. 3e jour de la 6e édition du Forum Galien. Dakar, la capitale africaine de la santé durant 5 jours. Les maladies non transmissibles préoccupent les professionnels de santé qui participent à la rencontre. Le rôle que peuvent jouer les femmes dans la lutte contre les maladies non transmissibles. La question a été abordée ce matin. Dr Melchior Aïssi, directeur général de l'Organisation Ouest-Africaine de la santé, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Anna Dabassena. Les maladies non transmissibles, qui sont un certain nombre, plus d'une vingtaine, et qui constituent l'essentiel du quotidien de notre espace africain aujourd'hui. C'est beaucoup plus les maladies qui sont liées à nos habitudes alimentaires, aux facteurs comportementaux, aux facteurs environnementaux qu'on peut éviter.
et surtout confié sous l'égide de la femme, puisque la femme constitue l'essentiel pour nous en ce qui concerne la responsabilité pour ces maladies, parce que depuis le ventre de sa mère, l'enfant qui devient l'homme de demain peut être imbibé et être génétiquement imprégné pour avoir une certaine sensibilité, un comportement par rapport à cette maladie-là. Simplement parce que quand la femme est diabétique ou prend beaucoup de sucre, ainsi de suite, le bébé est trop gros et peut être prédestiné. Je ne dis pas que c'est génétique, mais peut être prédestiné à le faire. La communication de ce matin a permis de voir le cheminement pour ces maladies chroniques, où pour la plupart des gens se retrouvent un jour être diabétique, être hypertendu, avoir le cancer, alors que c'est qu'un cheminement qu'on peut éviter. C'est ce que nous avons montré ce matin en présidant ce panel. Et puis à Sindia, les difficiles conditions de travail des jeunes qui sont dans des entreprises de la localité préoccupent le guide religieux Amadou Mokhtar Diallo, invite le chef de l'État Macky Sall à mettre un terme à ce problème. Il s'est également prononcé sur la situation politique du pays et demande aux acteurs de s'unir autour de l'essentiel des propos tenus lors de la cérémonie de Gamouat à Sindia. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Muntaga Kana. Lors de la cérémonie officielle du Gamou de Sindia, le cheikh a tenu à plaider auprès du président de la République la cause des jeunes qui travaillent dans les sociétés de la place dans des conditions de grande précarité. Il est vrai que les sociétés ne se comptent pas à Sindia, mais selon les jeunes travailleurs, leurs conditions de travail sont dures et précaires. Ils n'ont pas de contrat clair, ils ne sont pas satisfaits du tout. Selon eux, au bout de 2 à 3 mois de travail, on les libère. Dans ces conditions, on ne peut pas contrôler ces jeunes qui s'adonnent souvent au banditisme. À cause de cela, les jeunes sont venus se plaindre devant le marabout. C'est pourquoi il a demandé au préfet de transmettre ses doléances au président de la République. Le marabout a aussi demandé au chef de l'État de libérer les détenus politiques. Le marabout demande au président de la République, au vu du pouvoir que lui confèrent les textes par la grâce de Dieu, de libérer l'ensemble des détenus politiques. Nous le supplions au nom de Dieu qui lui a donné ce pouvoir, car qu'on le veuille ou pas, on est tous sous sa responsabilité. Le Saint-Homme n'a pas manqué de demander aux hommes politiques de dialoguer dans le but de trouver un terrain d'entente et d'installer la paix et la concorde dans le pays, notamment en vue de la prochaine élection présidentielle. Muntaga Kana, merci beaucoup et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.